Au bout du monde. C'est quoi ce bruit? Hé, Artyom, jette un œil. À contre-cœur, Artyom quitta sa place près du feu et, rabattant sur sa poitrine la mitraillette qui lui pendait en bandoulière, se dirigea vers les ténèbres. À la limite de l'espace éclairé, il fit jouer bruyamment le levier d'armement et cria d'une voix rauque. « Halte! Qui va là ?» Dans l'obscurité devant lui, d'où s'échappaient encore une minute plus tôt des bruissements étranges et des borborigmes assourdis, résonnèrent distinctement des pas précipités. Quelqu'un battait en retraite vers les profondeurs du tunnel, effrayé par la voix enrouée d'Artyom et le cliquetis de larmes. Sans attendre, le jeune homme retourna près du feu et lança à Piotr Andreïevitch. « Bah, j'ai vu personne. Il a rien dit, il s'est barré. »« Quelle buse! On t'a dit, pose pas de questions, tire! Comment tu veux savoir à qui t'as affaire? C'est peut-être les Noirs qui rappliquent. » Non, je pense pas que le truc était humanoïde. Les pas résonnaient trop bizarrement. J'aurais reconnu des pas humains tout de même. Et puis, si ça avait été les Noirs, est-ce qu'on les a vus fuir? Ne serait-ce qu'une seule fois? Vous savez bien, Piotr Andreïevitch, que ces derniers temps, les Noirs ne s'embarrassent pas d'approches furtives. Ils attaquent nos avant-postes à main nue, ils marchent droit sur nos mitrailleuses, alors que ce truc s'est tiré tout de suite. Le pleutre. D'accord, Artyom, t'es un malin, mais t'as des ordres. Alors t'obéis sans discuter, point final. Et si c'était un espion? Maintenant, il sait que l'avant-poste est un peu dégarni. Si ça se trouve, ils vont nous cueillir en douceur. Un coup de couteau sur la trachée, hop! Ensuite, ils vont égorger toute la station. Exactement comme ça s'est passé à Polaïevskaya. Et tout ça parce que t'auras pas refroidi le fumier? Refais-moi encore ce coup-là et je t'oblige à lui courir après dans les tunnels. Artyom frissonna en imaginant le tunnel au-delà des 700 mètres. La seule idée de s'y rendre glaçait d'effroi. Jamais personne ne dépassait le 700e mètre du tunnel nord. Les patrouilles roulaient jusqu'à 500, après avoir éclairé la borde frontalière avec le projecteur monté sur leur draisine et acquis la certitude qu'aucune saloperie ne l'avait franchie. Elles s'en retournaient hâtivement. Même les éclaireurs, des hommes aguerris, des anciens des régiments d'infanterie de marine, n'allaient pas au-delà des 680 mètres. Une fois là-bas, ils dissimulaient leurs cigarettes incandescentes dans leurs pommes et scrutaient les ténèbres avec des lunettes à vision nocturne. Puis, lentement, dans un silence absolu, ils refluaient des profondeurs du tunnel, sans jamais le quitter du regard, sans jamais lui tourner le dos. Le poste de garde où étaient en faction Artyom et son compagnon se situait au 450e mètre, à 50 mètres de la borne frontalière. La frontière était inspectée une fois par jour et la dernière visite remontait déjà à plusieurs heures. Désormais, leur poste était le plus avancé, et il ne faisait aucun doute que les créatures qu'effrayait l'arrivée d'une draisine avaient recommencé à ramper vers leur position, se rapprochant du feu, se rapprochant des hommes. Artyom se rassit et demanda « Et il s'est passé quoi au juste à Polaïevskaya ?» Même s'il connaissait cette histoire à glacer le sang, il l'avait apprise par des colporteurs à la station, il était tenaillé par l'envie de l'entendre encore une fois, comme ces enfants inexorablement attirés par les récits de mutants sans tête qui viendraient les kidnapper la nuit. Polaïevskaya, ne me dis pas que t'en as jamais entendu parler. C'est un drôle de truc qui leur est arrivé, étrange et effrayant. Tout a commencé avec des disparitions de leur éclaireur. Ils partaient en reconnaissance dans les tunnels et ne revenaient pas. C'est vrai que c'est pas des flèches leur éclaireur, pas comme les nôtres. Mais bon, leur station est plus petite aussi. Il y a moins de monde qui y habite. Enfin, qui y habitait. Bref. Donc ils ont commencé à disparaître leur éclaireur. Une équipe qui part et personne revient. Au début, les gens ont cru qu'ils avaient été retenus par quelque chose. Leur tunnel serpente, exactement comme chez nous. À ces mots, Artyom sentit un malaise l'envahir. Alors pas moyen de voir ce qui se passe, même avec un bon projo. Et à la station, ils attendent. Une demi-heure, personne. 1 heure, toujours personne. 2 heures, pareil. Et puis, est-ce qu'on peut disparaître comme ça, dans un tunnel, à moins d'1 kilomètre d'une station? De toute manière, on leur avait interdit d'aller plus loin. D'ailleurs, ils sont pas fous, les gars. Alors les autres ont envoyé une patrouille en renfort. Mais ceux de la patrouille avaient beau chercher et s'égosiller à qui mieux mieux, rien. Disparus, les éclaireurs.
Et passe encore que nul n'ait rien vu. Le pire, c'était le silence qui régnait dans le tunnel. Pas un bruit, pas une trace. Artyom commençait à regretter d'avoir demandé à Piotr Andreïevitch de lui parler de la station Polejaïevskaya. Soit son compagnon disposait de bonnes sources, soit il extrapolait par lui-même. Mais son récit avait un degré de précision tel que même les colporteurs, qui n'avaient pas leur pareil pour ce genre d'histoire, ne pouvaient rivaliser avec lui. Avec cette accumulation de détails, les poils se dressaient sur l'échine et même le feu n'apportait guère de réconfort. Quant aux bruits les plus anodins parvenant des tunnels, ils enflammaient l'imagination. Et voilà. Comme il n'y avait pas eu de coup de feu, ceux de la patrouille ont supposé que les éclaireurs avaient tout simplement mis les voiles. Peut-être qu'ils étaient insatisfaits, amers, et qu'ils avaient décidé de déserter, va savoir. Eh ben qu'ils aillent au diable. S'ils voulaient la vie facile, s'ils voulaient fricoter avec des parias et des anarchistes, grand bien leur face. C'était plus facile de raisonner ainsi, tu vois, moins inquiétant. Et une semaine plus tard, c'est un deuxième groupe d'éclaireurs qui a disparu. Ceux-là avaient carrément pour ordre de ne pas s'aventurer au-delà des 500 mètres. Pourtant, même topo que pour le premier groupe. Pas un bruit, pas une trace. Volatilisé. Du coup, ceux de la station ont commencé à s'inquiéter. 2 sections d'éclaireurs qui disparaissent en une semaine, ça fait désordre. Ça devient même préoccupant. Faut, comme qui dirait, commencer à prendre des mesures. Ils ont donc établi un cordon de sécurité au 300e mètre. Des sacs de sable, une mitrailleuse lourde, un projecteur, tout ça, dans les règles de l'art, quoi. Ils ont aussi envoyé un messager à la station Begovaya. Faut savoir qu'avec les stations Begovaya et Ulitsa 1905 Goda, ils avaient formé une confédération. Avant, Oktyabrskoye Pol en faisait partie aussi, mais il est arrivé un truc dans cette station. Une espèce d'accident. Personne ne sait très bien quoi en vérité, mais le fait est qu'il n'était plus possible d'y vivre. Alors tous les habitants s'étaient enfuis. Enfin, c'est pas vraiment important ça. Donc ils envoient ce messager pour avertir qu'il y a un lézard et demander de l'aide au cas où. À peine le gars arrive et présente la requête aux autorités, même pas un jour qu'il était parti, que voilà un deuxième messager qui le rejoint tout en nage. Et il raconte que tout le cordon de sécurité a été liquidé sans qu'une balle soit tirée, égorgé jusqu'au dernier. Comme si on les avait cueillis dans leur sommeil. C'est ça le plus terrifiant. Tu les vois, toi, s'endormir après les disparitions? Sans parler des ordres qu'ils avaient dû recevoir. Là, à la station Begovaya, ils ont compris qu'ils auraient sous peu le même problème sur les bras s'ils ne faisaient rien. Ils ont monté une section d'assaut d'une centaine de vétérans avec mitrailleuses lourdes, lance-grenades et tout le barda. Bien sûr, les préparatifs leur ont pris pas loin d'1 jour et demi, mais ils ont quand même envoyé la troupe. Et quand ils sont arrivés à Polejaïevskaya, il n'y avait plus une âme qui vive. Et de corps, il n'y en avait aucun. Juste du sang. Partout. Voilà. Que je sois damné si je sais qui a pu faire ça. Mais pour moi, aucun humain n'est capable de telle atrocité. Et qu'est-ce qui est arrivé à ceux de la station Begovaya demanda Artyom d'une voix altérée. Il ne leur est rien arrivé du tout. Quand ils ont vu ça, ils ont fait sauter le tunnel qui les reliait à la Polejaïevskaya. J'ai entendu dire que c'était obstrué sur 40 mètres. Alors, sans machine, pas moyen de déblayer, et même avec des machines à la réflexion. De toute manière, tu les trouverais où, les machines? Elles sont tombées en poussière depuis le temps. Piotr Andreïevitch se tut, les yeux rivés sur les flammes. Artyom s'éclaircit la voix. « Ouais, fit-il, c'est sûr, j'aurais dû tirer. J'ai fait le con. » Du sud, du côté de la station, leur parvint un cri. « Ohé! Au 450e, tout va bien ?» Piotr Andreïevitch mit ses mains en porte-voix et répondit en criant. « Venez par ici, faut qu'on cause !» Par le tunnel qui menait à la station, 3 silhouettes approchaient à la lueur de lampes de poche, des factionnaires du 300e mètre, selon toute vraisemblance. Arrivés à hauteur du feu, ils éteignirent leur lumignon et s'assirent. « Hé Piotr, ça fait plaisir de te voir. Je me demandais justement qui ils avaient posté au bout du monde aujourd'hui, dit le chef du détachement avec un sourire tout en extrayant une cigarette de son paquet. Écoute, Andrei, j'ai un gars qui a vu un truc, mais il n'a pas eu le temps de tirer. Le machin s'est planqué dans le tunnel. Ça avait pas l'air humain à ce qui paraît.
Et ça avait l'air de quoi alors demanda Andrei à Artyom. J'ai pas eu le temps de voir. À peine je l'avais interpellé que ce truc s'est précipité vers le nord, d'où il venait. Mais les pas, ils étaient pas humains. Très légers et très rapides, comme si ce machin n'avait pas de jambes mais 4. Et qui te dit qu'il en avait pas 3 rétorqua Andrei avec une grimace horrible. Artyom faillit s'étrangler en se remémorant les histoires à propos des mutants à 3 jambes de la ligne Filiovskaya. Les stations de cette ligne qui n'étaient pas aériennes se trouvaient à une faible profondeur, offrant une protection dérisoire contre les radiations. C'était de là-bas qu'essaimaient à travers le métro les monstruosités informes aux membres redondants. Andrei tira sur sa cigarette avant de s'adresser à ses compagnons. « Bon, les enfants, puisqu'on est là, pourquoi ne pas nous asseoir près du feu ? Comme ça, s'il y a du grabuge avec les mutants, on filera un coup de main. Hé, Artyom, vous avez une bouilloire ?» Ce fut Piotr Andreïevitch qui se leva pour remplir au jerrycan une vieille bouilloire cabossée couverte de suie et la suspendre au-dessus des flammes. Quelques minutes plus tard, le sifflement de la vapeur d'eau se fit entendre. Doux, familier, écho de la quiétude d'un foyer, son chant rassura et apaisa Artyom. Il observa ses compagnons assis autour du feu, des hommes solides, au caractère endurci par la vie rude des tunnels, des hommes dignes de confiance, sur qui compter, sur qui se reposer. C'était aux gens de cette trempe, qui s'y étaient rassemblés, que la station, considérée comme la plus prospère de la ligne, devait sa réussite. Tous, sans exception, entretenaient des relations cordiales, presque fraternelles. Artyom était âgé d'une vingtaine d'années, mais venu au monde encore là-haut, il n'avait pas la silhouette rachitique et le teint blafard de ce né dans les profondeurs du métro. Ces nouvelles générations craignaient la surface, non seulement à cause des radiations, mais surtout pour les rayons brûlants du soleil, fatal à toute forme de vie souterraine. À vrai dire, Artyom n'y était remonté qu'une seule fois, et pour quelques brefs instants. La mort fauchait les trop curieux en quelques heures d'exposition au feu combiné du soleil et du champ radioactif, sans leur laisser le temps d'explorer la ville à satiété et de s'imprégner des images de ce monde étrange qui s'étendait désormais à la surface. De son père, Artyom n'avait aucun souvenir. Il se rappelait l'affection de sa mère quand il menait une vie paisible à la station Timiraïevskaya. Cette vie avait pris fin quand il avait 5 ans, lorsque la Timiraïevskaya était tombée sous une invasion de rats. D'énormes rats gris au pelage humide se déversèrent un jour sans aucun signe avant-coureur d'un des tunnels secondaires. Embranchement insignifiant du tunnel principal conduisant vers le nord, il plongeait dans les profondeurs de la terre pour se perdre dans les ramifications de centaines de couloirs, véritables labyrinthes où régnait la peur, le froid et une insoutenable puanteur. Ce tunnel rejoignait le domaine des rats, où même les plus téméraires n'auraient osé s'aventurer. Quant aux voyageurs égarés sans grande expérience des pérégrinations souterraines qui se seraient arrêtés sur son seuil, il aurait ressenti instinctivement l'émanation d'un danger sourd et menaçant. Il aurait tourné les talons et fui à toutes jambes cette ouverture béante, comme s'il s'était trouvé devant les portes de l'enfer lui-même. Personne ne dérangeait les rats. Nul ne descendait dans leur domaine, nul n'avait le cœur de violer leurs frontières. Mais les rats vinrent d'eux-mêmes. Beaucoup d'hommes et de femmes périrent en ce jour où, telle une marée vivante, des rats gigantesques, d'une taille encore jamais vue dans le métro, submergèrent les cordons de sécurité pour se répandre dans la station. Leur masse compacte assourdissait les plaintes et les râles des habitants et des défenseurs ensevelis sous leur nombre. Dévorant sur leur passage les morts et les vivants, les hommes aussi bien que leurs propres congénères, les rats couraient ventre à terre à l'assaut des tunnels. Une force invisible et inconcevable pour l'esprit humain leur insufflait cet élan cruel, aveugle et impitoyable, les poussant toujours de l'avant. Seule une poignée d'habitants de la station survécurent. Il n'y eut parmi eux ni femmes, ni vieillards, ni enfants, aucun de ceux, en somme, que l'on sauve habituellement en premier lors de telles catastrophes. 5 hommes seulement, des gaillards dans la force de l'âge, qui avaient pu échapper au flot mortel. Et encore, cela ne devait leur salut qu'à la draisine sur laquelle ils patrouillaient dans le tunnel sud. Alerté par les cris en provenance de la station, l'un d'eux s'y était précipité en courant. La Timiraïevskaya était déjà mourante lorsqu'il l'avait aperçue au bout de la section qu'il parcourait. Arrivé à l'entrée de la station,
l'homme avait vu les ruisseaux de rongeurs se répandre sur les quais. Tout était joué, il n'y avait plus aucun espoir pour les rares survivants. Mais alors qu'il tournait les talons, il avait senti une main s'agripper fermement à sa manche. Il s'était retourné, et une femme, aux traits révulsés par la terreur, avait crié pour tenter de couvrir le cœur de désespoir qui s'élevait autour d'eux. « Sauve-le, soldat, par pitié !» Il avait baissé les yeux, et avait vu lui tendre une main ronde et minuscule, une main d'enfant. Alors, machinalement, il avait saisi cette petite main, sans penser un instant qu'il sauvait une vie humaine, mais parce qu'on l'avait appelé soldat, en implorant sa pitié. Et, traînant d'abord le garçonnet par la main, puis le portant sous le bras, il s'était élancé dans une course contre la mort avec les premiers rats qui entraient dans le tunnel sud. Une course vers la Drésine, vers ses compagnons de patrouille, vers l'espoir. Alors qu'il lui restait encore 50 mètres à parcourir, il leur avait crié de démarrer. Leur Drésine était la seule motorisée à 10 stations à la ronde, et ce moteur fut leur avantage décisif contre les rats. La patrouille avait foncé vers le sud, les rongeurs sur les talons. Elle avait traversé à pleine vitesse la Dimitrovskaya, une station abandonnée occupée seulement par quelques ermites, en criant « Les rats, fuyez !» à l'intention de ces rares habitants, avec l'effroyable certitude que plus rien ne pouvait les sauver d'une mort imminente. Elle avait ralenti sa course aux abords de la Savelovskaya, car même si les deux stations avaient conclu un traité de paix à cette époque, une arrivée trop rapide les aurait fait passer pour une force hostile tentant un raid, et aurait provoqué un feu de barrage nourri des postes de surveillance avancés. Aussi avait-il roulé à vitesse modérée en criant à l'intention des gardes « Des rats! Une invasion de rats !» Dans leur désespoir, ils étaient prêts à poursuivre leur fuite au-delà de Savelovskaya, toujours plus loin sur la ligne, quémandant le droit de passage jusqu'à ce qu'il n'y eût plus d'échappatoire, jusqu'à ce que la marée grise des rongeurs recouvre la moindre parcelle du métro. Mais la chance leur sourit, car la station Savelovskaya disposait d'un atout qui sauva la vie non seulement à ses occupants et aux fugitifs, mais sans doute également à tous les résidents de la ligne Serpukhovsko-Timiraïevskaya, car à peine avait-il entendu les vociférations de mise en garde des survivants et la Drésine avait-elle franchi le point de contrôle, que les hommes en faction s'activèrent autour d'une machine à l'apparence autant étrange qu'impressionnante. C'était un lance-flamme assemblé par des bricoleurs de la station à partir de pièces éparses trouvées ici et là. Armement artisanal, mais d'une puissance rare. Alors que les ténèbres vomissaient les premiers rangs des rongeurs enragés accompagnés de l'écho sinistre de milliers de pattes grattant le sol du tunnel, les gardes allumèrent le lance-flamme qui ne s'éteignit que lorsqu'il fut à court de combustible. La langue de flamme rugissante emplit le tunnel, engloutissant les cohortes de rats, sans discontinuer, une vingtaine de minutes durant. Une fumée nauséabonde au relent de chair brûlée satura l'atmosphère alors que les couinements suraigus des rats vrillaient les tympans. Et derrière ce cordon de sécurité de la Savelovskaya, qui acquit ainsi une réputation héroïque et fut acclamée par toutes les stations de la ligne, était arrêtée la Drésine, et à son bord, fuyant inlassablement devant la marée de mort depuis la station Timiraïevskaya, 5 hommes ainsi qu'un enfant sauvé par miracle, un garçon prénommé Artyom. Les rats battirent en retraite, leur rage aveugle et dévastatrice brisée par une des dernières inventions du génie guerrier humain. Car de toutes les espèces, l'humanité a toujours été la plus douée pour dispenser la mort. Les rats refluèrent vers leur sombre domaine dont aucune âme vivante ne connaissait l'étendue exacte. L'enchevêtrement labyrinthique des tunnels enfouis à des profondeurs inimaginables semblait tellement mystérieux, irréaliste et inutile au fonctionnement du métropolitain qu'il était impossible de croire, malgré l'insistance d'éminentes autorités, qu'il eût été bâti de la main de l'homme. Une de ces éminentes autorités avait travaillé jadis, à l'époque de la vie en surface, comme assistant machiniste à bord d'une rame. Peu de machinistes étaient encore en vie, et ils étaient précieux et choyés. C'étaient les seuls, durant les premiers temps de l'occupation souterraine, à ne pas se perdre. Les seuls à ne pas céder à la peur dans les tréfonds des tunnels obscurs du métropolitain moscovite, ces entrailles de pierre de la mégalopole. Tous les habitants de la station faisaient preuve envers cet homme d'un grand respect qu'ils inculquaient également à leurs enfants.
C'était sans doute la raison pour laquelle Artyom se souvenait toujours aussi bien de lui. Un homme décharné, usé par de longues années de labeur sous la terre, engoncé dans une tenue de travail d'employé du métro élimé, qui avait perdu tout son éclat, mais porté avec cette même fierté qu'éprouve un amiral à la retraite à revêtir son uniforme d'apparat. Et Artyom, alors encore enfant, voyait derrière la silhouette chétive de l'assistant machiniste une stature et une puissance cachées. Les employés du métro avaient aux yeux de tous la même place que celle occupée par les guides autochtones dans les expéditions d'études dans les jungles. Ils jouissaient d'une confiance aveugle de leurs concitoyens, dont la survie même dépendait de leurs connaissances et de leurs aptitudes. Un grand nombre d'entre eux prirent la direction des stations quand le métropolitain moscovite s'enfonça dans l'anarchie et le chaos, passant du statut d'immense abri anti-atomique dédié à la protection civile et bénéficiant ainsi d'une gouvernance unique, à un ensemble de stations indépendantes de tout pouvoir centralisé. Chacune prétendait alors à la souveraineté et à l'autonomie, et se dotait d'institutions et de gouvernements, en accord avec les croyances et les idéologies de ses occupants, de chefs et de forces armées. Des guerres éclataient, des alliances et des fédérations se faisaient et se défaisaient, alors que les stations jouissaient un jour du prestige d'un empire en pleine gloire, pour se retrouver le lendemain dans le camp des vaincus, colonisés par les alliés ou les esclaves de la veille. Seul un danger imminent et commun parvenait à créer des unions à court terme. Les stations se serraient les coudes le temps que le péril disparaisse, puis se jetaient de plus belle à la gorge les unes des autres. Tout était prétexte à confrontation, l'espace vital aussi bien que la nourriture. On se battait pour des champignonnières souterraines, pour des porcheries et des poulaillers où on élevait des cochons livides et des poussins malingres qu'on nourrissait de champignons incolores, et bien sûr il y avait l'eau, ou plus précisément les filtres à eau. Les barbares, incapables de réparer les systèmes de filtrage détériorés et s'empoisonnant à l'eau irradiée, assaillaient avec une rage bestiale les îlots de civilisation, ces stations où dynamos et microstations hydroélectriques fournissaient le courant, où les filtres à eau étaient régulièrement nettoyés et entretenus, où, cultivés par des mains féminines laborieuses, les chapeaux blancs des champignons perçaient la terre humide et où résonnaient les grognements rassasiés des cochons. Les moteurs de leur violence désespérée, ininterrompue, étaient l'instinct de conservation et le principe révolutionnaire éternel, confisquer pour partager. Les défenseurs des stations prospères, organisés en unités de combat autonomes par d'anciens militaires, résistaient jusqu'au dernier souffle face aux assauts des vandales, lançaient des contre-offensives, combattaient pied à pied pour chaque mètre de tunnel. Les stations s'engageaient dans une course à l'armement pour organiser des expéditions punitives en représailles de raids qu'elles subissaient, pour empiéter sur l'espace vital de leurs voisins civilisés si des pourparlers diplomatiques n'avaient abouti à rien, et enfin pour se défendre contre toutes sortes de vermines qui pullulaient dans tous les coins obscurs du métro. Tous ces organismes étranges, difformes et dangereux, dont chaque représentant aurait plongé Darwin dans des abîmes de désespoir par son évidente inadéquation avec les lois de l'évolution. Car, malgré les différences manifestes que représentaient ces créatures par rapport aux animaux répertoriés par l'homme, qu'elles fussent le fruit d'une mutation d'espèces inoffensives de la faune urbaine, ou qu'elles eussent de temps en temps vécu dans les tréfonds de la Terre, elles représentaient une fraction de la vie sur Terre. Une fraction altérée, dénaturée, mais une fraction malgré tout. Et à l'instar de toutes les autres espèces, elles obéissaient à une même pulsion inconsciente: survivre, survivre à tout prix. Artyom prit la chope émaillée pleine de thé qu'on lui tendait. C'était une production locale, qui n'était pas vraiment du thé, mais une infusion à base de champignons séchés et de différents additifs. Le thé, le véritable thé, était devenu une denrée rare qu'on ne préparait que pour des grandes occasions. Une denrée hors de prix. Cependant, les habitants de la station étaient fiers de leur recette, qu'ils appréciaient, et on l'appelait thé. Les étrangers qui arrivaient chez eux recrachaient le breuvage durant les premiers temps, par manque d'habitude, puis ils s'y faisaient. Petit à petit, la réputation de ce thé avait dépassé les limites de la station et les colporteurs étaient arrivés. Dans un premier temps, ils se déplaçaient seuls, venant en personne, risquant chaque fois leur peau. Mais rapidement la demande s'était accrue,
et la commercialisation du thé s'était étendue à toute la ligne, intéressant même les commerçants de la Hanse. Ainsi, ce fut par caravane entière qu'on vint chercher la boisson magique de VDNKH. L'argent coulait à flot, et là où il y a de l'argent, il y a des armes, du bois de chauffage, des médicaments et des vitamines. Il y a la vie. Et depuis que l'exportation du thé avait débuté dans la station, des gens entreprenant des stations alentours étaient venus s'y établir pour participer et profiter de son expansion florissante. Les porcs étaient l'autre fierté à VDNKH, et des légendes couraient que c'était par cette station même que ces animaux avaient été introduits dans le métro. Un groupe de survivants téméraires serait remonté à la surface et aurait conduit depuis le pavillon en ruine consacré à l'élevage porcin les animaux encore vivants vers la station. « Dis, Artyom, comment va cette vieille branche de Soukhoi » demanda Andreï, entre deux gorgées de thé qu'il sirotait lentement. « Tonton Sacha ? Il va bien. Il est rentré il y a pas longtemps avec l'expédition que les nôtres avaient organisée sur la ligne. Vous n'en avez pas entendu parler ?» Andreï avait une quinzaine d'années de plus qu'Artyom. C'était un éclaireur rarement cantonné au poste de garde en deçà des 450 mètres. Lorsque c'était le cas, il en assumait le commandement. Mais voilà qu'on lui avait assigné un poste dans le cordon des 300 mètres, à l'abri, alors qu'il ne vivait que pour l'appel des profondeurs du métropolitain. Aussi se servait-il de chaque prétexte pour se rapprocher du monde mystérieux plongé dans les ténèbres. Il aimait les tunnels, et connaissait celui où il se trouvait dans ses moindres ramifications. Et quand il se trouvait au cœur de la station, au milieu des commerçants, des fermiers, des travailleurs et des agents administratifs, un malaise le rongeait, le sentiment d'inutilité. Ce n'était pas dans sa nature de gratter la terre pour ramasser les champignons, ou, pire encore, d'engaver les porcs grassouillés, enfoncés jusqu'aux genoux dans la fange des fermes de la station. Le commerce non plus n'était pas son fort, tant les palabres et les marchandages le mettaient hors de lui. C'était un soldat, depuis toujours, et de son point de vue, érigé en credo au fil des ans, c'était la seule occupation digne d'un homme. Il tirait sa fierté d'avoir consacré sa vie à une seule fonction, protéger ces mêmes fermiers puants, ces commerçants bavards, ces bureaucrates affairés, ces femmes, ces enfants. Les femmes étaient séduites par sa force, son mépris du danger, sa confiance absolue en ses capacités, par son assurance de pouvoir se défendre et défendre ceux à ses côtés contre toutes les agressions extérieures. Les femmes lui promettaient l'amour et la douceur d'un foyer, mais il ne se sentait nulle part autant chez lui qu'enrobé dans les ténèbres, au-delà des 500 mètres, lorsque les lumières de la station disparaissaient derrière le coude du tunnel. Mais les femmes ne l'y suivaient jamais. Allez savoir pourquoi. Et voilà que, réchauffé par le thé, débarrassé de son sempiternel béret noir, il essuya d'un revers de manche les gouttelettes de vapeur d'eau condensées sur sa moustache et se mit à interroger avidement Artyom sur les informations et racontars rapportés de l'expédition vers le sud par son père adoptif, le même homme qui, 19 ans plus tôt, avait arraché le jeune garçon au rat et, n'ayant pas eu le cœur de l'abandonner à son sort, avait pris en charge son éducation. Il se peut bien que j'ai entendu dire une chose ou deux, mais c'est avec plaisir que je les entendrai une deuxième fois, insista Andreï. Allez, quoi, te fais pas prier. Artyom se laissa convaincre aisément. La perspective de se remémorer les récits de son père adoptif pour les partager avec ses compagnons, dont il imaginait déjà les visages étonnés, était des plus agréables. Bon, j'imagine que vous savez où ils allaient, commença-t-il. On sait, c'est vite dit, ironisa Andreï. Ils sont allés vers le sud, c'est tout ce qu'on sait, tellement ils sont tenus au secret, nos pèlerins. Avec toutes les missions spéciales que leur confie notre administration, c'est pas étonnant, lança-t-il avec un clin d'œil à l'un de ses hommes. Il n'y a rien de secret dans tout ça, rétorqua Artyom. Leurs missions sont la reconnaissance du terrain et l'acquisition de l'information. Une information fiable, s'entend. Parce que les marchands ambulants des autres stations, et certains ont la langue bien pendue, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Qui sait si ce ne sont pas des agents séditieux chargés de propager de la désinformation ? C'est par principe qu'il ne faut jamais leur faire confiance à ces colporteurs, répliqua Andreï. Ce sont des gens vénaux. Un jour, ils vendent ton thé à la Hanse, et le lendemain, c'est à peau qu'ils négocient au plus offrant. Eux aussi, qui sait, ont peut-être pour mission d'acquérir de l'information sur notre station. Même les nôtres, à vrai dire, me laissent méfiant.
Pour les nôtres, quand même, c'est dommage, Andrei Arkaditch. Les nôtres, ça va. Je les connais presque tous. Des gens comme vous et moi. Juste qu'ils aiment l'argent et veulent vivre un peu mieux que tout le monde. Ils ont un but, voilà tout, argumenta Artyom en guise de défense des marchands locaux. Mais justement, c'est bien ce que je dis. Ils aiment l'argent. Ils veulent vivre mieux que tout le monde. Et qui sait ce qu'ils font une fois dans les tunnels? Peux-tu m'affirmer avec certitude qu'à la première station venue, ils ne se font pas embrigader par des agents d'une puissance quelconque? Hein? Tu peux me le certifier? Mais qu'est-ce que vous racontez? Qui aurait besoin de soudoyer nos colporteurs? Laisse-moi te dire une chose, Artyom. T'es jeune et t'as pas beaucoup d'expérience. Écoute tes aînés et tu vivras vieux, si tu veux mon avis. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Le commerce, ne désarmez pas Artyom. Sans nos marchands, on aurait l'air malin, tiens, à végéter ici sans un arsenal décent, à tirer les noirs au gros sel et à siroter notre thé. D'accord, d'accord, on se calme. Te voilà économiste maintenant. On laisse tomber le sujet. Raconte plutôt ce que Sukhoi a vu là-bas. Quoi de neuf chez nos voisins? Des nouvelles d'Alexeyevskaya? De la Rijskaya? Alexeyevskaya? Pas grand-chose de neuf. Ils font toujours pousser leurs champignons, répondit Artyom avant de baisser la voix. On dit aussi qui ne serait pas contre une alliance avec nous. Et la Rijskaya serait aussi de la partie. La pression monte au sud par chez eux. Le moral général est assez bas. Tout le monde parle à mots couverts d'une menace. Tout le monde a peur là-bas. Mais de quoi ont-ils peur? Personne ne le sait. Peut-être que de l'autre côté de la ligne, il y a des voisins avec des visées impérialistes. Peut-être craignent-ils une expansion de la Hanse, ou autre chose encore. En tout cas, ils veulent se rapprocher de nous, aussi bien Alexeyevskaya que la Rijskaya. Et concrètement, ils veulent quoi? Et qu'est-ce qu'ils proposent en échange? S'intéressa Andrei. Ils veulent que nous nous organisions en fédération avec un système de défense unifié pour renforcer les frontières des deux côtés. Que les tunnels reliant nos stations aient un éclairage permanent. Que nous fondions une milice commune. Que soient comblés tous les tunnels et couloirs secondaires. Qu'une partie des draisines soit dévoluée au transport. Qu'on établisse un système de communication par télégraphe. Une gestion commune des problèmes courants, de l'emploi. Pouvoir compter les uns sur les autres en cas de besoin. Et ils étaient où avant? Où ils étaient quand, depuis Medvedskovo, depuis Botanichevski Sad, la vermine a commencé à ramper vers nous? Où ils étaient quand les Noirs donnaient l'assaut à nos lignes de défense, hein? Ils étaient où, dis-moi? Ferme-la, Andrei, intervint Piotr Andreïevitch. Va pas nous porter le mauvais œil. Les Noirs ne montrent pas le bout de leur nez et c'est très bien ainsi. Nous n'avons remporté aucune victoire. Je pense que si on ne les voit pas, c'est qu'il y a un truc entre eux, en interne. Qui sait? Peut-être qu'ils reconstruisent leurs forces en ce moment même. Alors moi, je pense qu'un rapprochement avec nos voisins, une bonne alliance, ne va pas nous nuire. Bien au contraire. Et nous vivrons dans un monde de liberté, d'égalité et de fraternité, ironisa Andrei en énumérant sur ses doigts. Ça ne vous intéresse plus ce que je raconte? Demanda Artyom, vexé. Mais si, continue, Artyom, continue, répondit Andrei. On réglera notre différend avec Piotr plus tard. C'est une vieille rengaine entre nous. Ben voilà quoi. On dit que notre chef n'a pas d'objection majeure à opposer à ce projet, même s'il reste pas mal de détails à négocier. Il va bientôt y avoir une réunion au sommet qui sera suivie d'un référendum. Eh ben voyons, un référendum, la belle affaire. Le peuple vote oui, alors c'est oui. Le peuple vote non, alors il s'est gouré, le peuple. Il n'a pas bien réfléchi à la question. Qu'il y réfléchisse encore, riposta Andrei. Et qu'est-ce qui se passe au-delà de la Rijskaya? Demanda Piotr Andreïevitch sans lui prêter aucune attention. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Après, il y a Prospect Mira. Là, pas de surprise, c'est notre frontière avec la Hanse. D'après mon père adoptif, entre la Hanse et les Rouges, la situation reste inchangée. C'est la paix. Plus personne ne ressasse les souvenirs de la guerre, continuait Artyom. La Hanse désignait la confraternité des stations de la ligne Koltsevaya, une ligne circulaire qui cernait le centre de Moscou. Cette position particulière au croisement de toutes les autres lignes et la facilité de circulation entre elles avaient attiré vers les stations de la Koltsevaya les marchands de tous les confins du métropolitain, et ce dès les premiers temps de l'occupation souterraine. Réalisant que leur enrichissement rapide et constant attisait les convoitises des stations voisines, celles-ci avaient décidé de s'allier. La dénomination officielle, trop pompeuse,
fut remplacée par la Hanse, quelqu'un ayant un jour fait le rapprochement entre cette nouvelle alliance et la Ligue des cités marchandes du même nom dans l'Allemagne médiévale. Le nom entra rapidement dans le parler commun et la confraternité ne fut plus désignée autrement. Seule une poignée de stations constituait la zone de la Hanse des premières heures. L'intégration des autres stations se fit au fur et à mesure. Initialement, il y avait le tronçon Kievskaya Prospekt Mira, désigné sous le nom d'arc septentrional, ainsi que les stations Kourskaya, Taganskaya et Oktyabrskaya, qui avaient signé le pacte d'alliance. Puis vinrent s'ajouter Paveletskaya et Dobryninskaya, dont l'entrée dans l'alliance permit de constituer un autre arc, le méridional. Mais le grand obstacle à l'unification des deux arcs résidait dans la ligne Sokolnitz-Cheskaya. Voilà où est le problème, expliquait à Artyom son père adoptif. La ligne Sokolnitch-Cheskaya a toujours été à part. Rien qu'en jetant un œil sur le plan, elle te saute aux yeux. Premièrement, elle est droite comme une flèche. Deuxièmement, elle est de couleur rouge vif quel que soit le plan. Et le nom des stations sur cette ligne n'est pas anodin. Krasnozelskaya, Krasnievorodka, Komsomolskaya, Biblioteka imeni Lenina, Leninskie Gori. Va savoir si c'est à cause de ces noms ou d'autre chose, mais le fait est que cette ligne attirait comme un aimant tous les nostalgiques de notre glorieux passé communiste. L'idée d'un retour au mode de gouvernement soviétique y trouvait un terreau favorable. Dans un premier temps, une seule station déclara officiellement ses idéaux communistes et instaura un gouvernement des soviets. Puis sa voisine en fit autant. De proche en proche, la fièvre révolutionnaire saisit les résidents de différentes stations. Leurs administrations furent renversées les unes après les autres. Tout ce que le métro comptait de vétérans survivants de l'Ancien Régime, de personnalités des jeunesses communistes et membres du parti à la retraite, et l'éternel lupin prolétariat, affluait vers les stations aux idéaux révolutionnaires. Tout a commencé à la station Preobrajenska Plotchad. Un comité responsable de la propagation des idées communistes et de la révolution à l'ensemble du réseau métropolitain fut constitué et nommé, en hommage à Lénine, l'International. Il préparait des cohortes de professionnels de la révolution et de la propagande et les envoyait de plus en plus loin dans les camps adverses. Ces missions provoquaient peu d'effusion de sang, car les habitants affamés de la ligne Sokolnitcheskaya, incapables de pourvoir à leurs besoins, ne rêvaient que de justice, qui ne pouvait revêtir selon eux que la forme d'un système égalitaire visant à redistribuer toutes les richesses. Et l'étincelle survenue à l'une de ces extrémités enflamma bientôt toute la ligne. Grâce au pont enjambant la Yaouza, miraculeusement épargné par les bombes, les voies ferrées entre les stations Preobrajenska Plotchad et Sokolniki étaient demeurées intactes. Dans les premiers temps, les drésines lancées à pleine vitesse dans la nuit furent le seul moyen de couvrir le court tronçon en surface. Puis, sur les cadavres des condamnés à mort, des murs et un toit furent érigés sur le pont. À mesure que la révolution gagnait du terrain, les stations étaient rebaptisées avec les anciens noms, datant de l'époque soviétique. Tchistiye Proudi redevenait Kirovskaya, Loubianka, Dzerzhinskaya, Okotny Riyad, Prospekt Marksa. Et pour que les stations aux noms certes historiques mais neutres ne soient pas en reste, on inventait des noms idéologiquement explicites. Ainsi, on rebaptisa la station Sportivznaya en Kommunistitch-Cheskaya, Sokolniki en Stalinskaya et pour finir Preobrajenska Plotchad en Zammiya Revolyutsi, l'étendard de la Révolution. C'est ainsi que cette ligne, jadis connue sous le nom de Sokolnitcheskaya, mais appelée couramment la Rouge, à l'époque les moscovites avaient pour habitude de désigner entre eux les lignes par leur couleur sur le plan, prit très officiellement le nom de Krasnaya, la ligne rouge. Cependant, tout s'arrêta là. À l'époque où la ligne Krasnaya achevait sa formation et faisait connaître ses prétentions sur des stations d'autres lignes, pour tous les autres occupants du métro, la coupe était pleine. Beaucoup ne se rappelaient que trop bien ce qu'était le pouvoir des soviets. Beaucoup voyaient dans les agitateurs envoyés à travers le métro par l'International des cellules dégénérescentes d'un cancer menaçant la survie du corps tout entier.
Et malgré toutes les promesses des agents de l'Internationale d'une électrification de l'intégralité du métropolitain et leur assurance qu'en corrélation avec un gouvernement des soviets, il en naîtrait le communisme, il est peu probable que ce sophisme léniniste exploité de façon aussi éhontée fût jamais autant d'actualité, personne ne se laissait séduire par leurs discours. Lorsqu'ils étaient pris en flagrant délit de prosélytisme, les autorités les expulsaient vers leur ligne d'origine. Dès lors, le gouvernement de la ligne rouge décréta des mesures plus drastiques. Puisque le reste du métro n'avait que faire de la flamme révolutionnaire, il fallait le faire passer par le feu. Les stations voisines, alertées par une recrudescence de propagande et d'actions de déstabilisation, arrivèrent à une conclusion similaire. L'expérience historique avait su très bien démontrer qu'il n'existait pas de meilleur remède à la gangrène communiste que l'amputation. Et le tonnerre gronda. La coalition des stations anticommunistes, menée par la Hanse, coupée en deux par la ligne rouge et ne rêvant que de clore le cercle, releva le gant. Les rouges ne s'attendaient pas à une riposte organisée et avaient surestimé leurs forces. La victoire aisée qu'ils avaient anticipée ne se profilait pas même à l'horizon le plus lointain. La guerre, longue et sanguinaire, préleva un lourd tribut sur la population déjà clairsemée du métropolitain. C'était essentiellement une guerre de position qui dura 1 an et demi et qui connut néanmoins son lot de sorties et de charges héroïques, de prisonniers fusillés et de tunnels effondrés, ainsi que quelques rares cas d'exactions et d'atrocités commises de part et d'autre. Une guerre très complète en somme, avec ses grandes manœuvres, ses encerclements et ses sièges, ses bris de siège, ses héros et ses traîtres. La seule vraie particularité de cette guerre fut qu'aucune des deux parties ne fut capable, sur toute la durée du conflit, de faire bouger la ligne de front de manière significative. Parfois, il semblait enfin qu'un des belligérants parvenait à gagner une position stratégique décisive, une station qui lui permettrait de voler vers la victoire, mais son adversaire, mobilisant toutes ses ressources disponibles, revenait à la charge et la balance retournait à l'équilibre. Mais la guerre drainait les ressources. La guerre emportait dans son linceul les plus valeureux. La guerre épuisait les belligérants. Et ceux qui étaient encore en vie se lassèrent du conflit. Le gouvernement révolutionnaire revit secrètement ses priorités à la baisse. Si l'objectif initial était d'étendre à tout le métropolitain le gouvernement des soviets et les idéaux communistes, il se résumait désormais à prendre le contrôle de ce qui était à présent considéré comme le saint des saints, la station Plotchad Revolucji. Premièrement à cause de son nom, et deuxièmement parce que c'était la station la plus proche de la place rouge et du Kremlin, dont les tours étaient toujours coiffées des étoiles rouges, s'il fallait en croire les quelques téméraires à l'idéologie chevillée au corps, au point de remonter à la surface pour s'en rendre compte par eux-mêmes. Et bien entendu, là-haut, à la surface, devant le Kremlin, au centre même de la place rouge, était le mausolée. Le corps de Lénine y reposait-il encore ? Nul n'était en mesure de le dire, mais cela n'avait aucune importance. Durant les longues années de gouvernement soviétique, le mausolée avait cessé de n'être qu'un tombeau pour acquérir une valeur intrinsèque. Il était devenu le symbole sacré du pouvoir héréditaire. C'était de son sommet que les grandes autorités de jadis regardaient les parades. C'étaient ces fondations que rêvaient d'atteindre les autorités d'aujourd'hui. On chuchotait même que c'était depuis certains locaux du personnel de la station Plotchad Revolucji que couraient des couloirs secrets vers les laboratoires occultes du mausolée, et de là vers le cercueil lui-même. La station Plotchad Sverdlova, précédemment Okotny Riyad, avait été fortifiée et était devenue la place d'armes des Rouges, d'où ils lançaient les assauts contre la Plotchad Revolucji. Tous les moyens étaient mis en œuvre par le gouvernement révolutionnaire pour parvenir à libérer cette station symbole et son précieux tombeau. Mais ses défenseurs comprenaient tout aussi bien l'importance qu'elle revêtait aux yeux de leur adversaire et se battaient jusqu'au dernier. Plotchad Revolucji était devenue une forteresse inexpugnable. Ses abords étaient le théâtre des combats les plus violents, les plus cruels et les plus sanguinaires. C'est là que fut prélevé le plus lourd tribut humain. Il y avait des hommes qui se jetaient sur les gueules des mitrailleuses, d'autres qui se harnachaient de grenades dans l'espoir d'atteindre un bastion de feu ennemi et de s'y donner la mort. Tous les moyens étaient bons pour l'emporter, même le lance-flammes. On enlevait la station un jour, mais avant d'avoir eu le temps de s'y retrancher, on mourait
et on devait se replier le lendemain devant une contre-attaque massive de la coalition. Une situation identique, mais au rôle inversé, se jouait à la station Biblioteca Imeni Lenina. La station était tenue par les Rouges et la coalition s'excrimait à les en déloger. Cette station avait pour la coalition une importance stratégique de premier ordre. D'une part, elle permettrait de scinder la ligne Krasnaya en deux, et d'autre part, elle commandait au plus grand échangeur du métro moscovite en donnant accès à 3 autres lignes, dont c'était le seul croisement avec la ligne rouge. Se rendre maître de la station revenait à juguler la contamination du métro par la peste bolchevique, la laisser aux mains de ses occupants offrait un vaste champ d'action aux appétits expansionnistes révolutionnaires. Ainsi, la conquête était une nécessité absolue, quel qu'en fût le prix. Si les tentatives de prise de contrôle de la Plotchad Revolutsi des Rouges étaient toutes vouées à l'échec, le taux de réussite de la coalition à les expulser de la Biblioteca Imeni Lenina avoisinait le zéro absolu. Entre-temps, la population devenait de plus en plus lasse des combats. Le nombre de désertions s'accrut, tout comme les cas de fraternisation lorsque les soldats de part et d'autre du front jetaient les armes et refusaient de se battre. Mais contrairement à la Première Guerre mondiale, cette fraternisation ne profitait pas aux Rouges. La fièvre révolutionnaire retombait peu à peu. La situation n'était guère meilleure du côté de la coalition. Un mouvement de mécontentement gagnait les stations centrales de la Hanse, désertées par des familles entières partant vers les stations périphériques où elles n'avaient pas à craindre à chaque instant pour leur vie. Cet exode affaiblissait la puissance économique de toute la zone de la Hanse. La guerre avait également porté un coup dur au commerce. Les colporteurs empruntaient des itinéraires secondaires qui évitaient les zones de guerre, délaissant par la même occasion les routes commerciales principales qui s'atrophiaient au fur et à mesure du conflit. Les politiques, ne jouissant plus du soutien systématique de la soldatesque, cherchèrent frénétiquement des solutions pour mettre un terme au conflit avant que les armes ne finissent par se retourner contre eux. Alors, dans le secret le plus absolu et sur le site d'une station à la neutralité infaillible, une rencontre fut organisée entre les représentants des belligérants. Le camarade Moskvin pour les soviétiques, le président de la Hanse pour la coalition, ainsi que le chef de la confédération Arbatskaya Kolpakov. Les accords de paix furent bientôt signés. On procédait de part et d'autre à un échange de stations. La ligne Krasnaya recevait dans son giron la station Plotchad Revolutsi, à moitié détruite, mais cédait à la confédération Arbatskaya la station Biblioteca Imeni Lenina. Pour les deux parties, ces concessions étaient difficiles à accepter. La confédération perdait non seulement un membre, mais avec lui son influence sur le nord-est. Quant à la ligne rouge, elle se trouvait désormais brisée en deux moitiés par la présence en son milieu d'une station dont elle n'avait pas l'allégeance. Et malgré les traités bilatéraux garantissant aux deux parties la libre circulation à travers leur ancien territoire, cette situation ne pouvait pas manquer d'inquiéter les Rouges. Mais la proposition de la coalition était trop alléchante, et la ligne Krasnaya se laissa séduire. La grande gagnante de ce traité de paix fut, bien sûr, la zone de la Hanse, qui fermait ainsi le cercle et balayait les derniers obstacles à son épanouissement. Les parties tombèrent d'accord pour observer et renforcer le statu quo et s'interdirent toute activité subversive sur les territoires de l'ancien ennemi. Ainsi, tout le monde fut satisfait. Et entre les canons et les politiciens réduits désormais au silence, ce fut au tour des manipulateurs d'opinion de prendre le relais et d'expliquer aux masses que c'était bien leur camp qui avait su tirer le plus de profit des palabres diplomatiques et qui, par conséquent, avait gagné la guerre. Des années s'étaient écoulées depuis le jour mémorable de la signature des accords de paix, toujours observés par les deux parties. La Hanse avait découvert dans la ligne Krasnaya un partenaire commercial lucratif et cette dernière avait renoncé à ses velléités expansionnistes. Le camarade Moscovine, secrétaire général du parti communiste du métropolitain moscovite, baptisé en mémoire de Vladimir Ilitch Lénine, établit dialectiquement la possibilité du développement du communisme sur une ligne unique et prit la décision historique de mettre ses théories en chantier. Les anciennes rancœurs furent ainsi oubliées. Artyom avait bien retenu cette leçon d'histoire contemporaine, tout comme il s'efforçait de retenir tout ce que pouvait lui enseigner son père adoptif. « C'est bien qu'ils aient arrêté le massacre, dit Piotr Andreïevitch.
Pendant 1 an et demi, on ne pouvait pas mettre le pied derrière la ligne circulaire. Les barrages partout, des vérifications de papier à n'en plus finir. J'y avais des affaires en ce temps-là. Et le seul moyen d'y accéder, c'était de traverser la zone de la Hanse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traversé la Hanse. Et là, je me suis fait arrêter sur Prospect Mira. C'est tout juste s'ils m'ont pas fusillé sur place. Sandek? T'avais jamais raconté ça, vieux? Et comment ça t'est arrivé? S'intéressa Andrei. Artyom se renfrogna légèrement, sentant irrémédiablement s'échapper de ses mains le flambeau du narrateur. Mais l'histoire promettait d'être intéressante et il s'abstint de râler. Comment? Ah, très simplement. Ils m'ont pris pour un espion rouge, voilà comment. Donc je sors du tunnel, celui de notre ligne, à Prospect Mira. Mais la Hanse a étendu son pouvoir sur les 2 parties de la station. Une annexion, comme qui dirait. Mais ils sont un peu plus souples, vu qu'il y a une espèce de grande foire commerciale là-bas. Enfin, vous savez comment c'est sur le territoire de la Hanse. Les stations qui se trouvent sur l'anneau même, c'est comme leur maison. Les couloirs des correspondances vers les lignes radiales, leur zone frontalière, c'est là-bas que se passent les contrôles des passeports. Mais on le sait, ça. Qu'est-ce que tu nous saoules avec ton cours magistral? Raconte plutôt ce qui t'est arrivé, l'interrompit Andrei. Le contrôle des passeports, répéta Piotr Andreïevitch en fronçant sévèrement les sourcils. Les stations des lignes radiales accueillent les foires et les marchés là-bas. Les étrangers peuvent aller et venir à leur guise, mais traverser la frontière, ma cache. Donc je sors du tunnel à Prospect Mira. J'avais un demi-kilo de thé sur moi, et j'avais besoin de munitions pour ma calache. Je pensais troquer l'un pour l'autre. Mais là-bas, ils sont en guerre, ils lâchent rien de leur stock militaire. Moi, je questionne à droite à gauche, mais chaque fois les vendeurs m'envoient sur les roses et prennent la tangente. Un seul m'a causé à l'oreille. Qu'est-ce que tu veux des munitions, imbécile? Décarte d'ici au plus vite, ils ont déjà dû te dénoncer. Je remercie le gars et je file à l'anglaise vers le tunnel. Et juste à la sortie, je me fais arrêter par une patrouille. Au même moment, retentissent des sifflets du côté de la station, et voilà qu'une autre escouade arrive en courant. Mes papiers, qui veulent voir. Moi, je leur file mon passeport avec le cachet de notre station. Ils le regardent sous toutes les coutures et me disent « Et le laissez-passer, il est où ?» Et moi, je leur fais « Qu'est-ce que vous me chantez? Quel laissez-passer ?» C'est là que je l'apprends. Pour aller à la station, il faut obligatoirement un laissez-passer. À côté de la sortie du tunnel, il y a une petite table, et cette table, c'est leur consulat. Ils vérifient l'identité et délivrent, dans le cas d'absolue nécessité, un laissez-passer. Je vous jure, c'est ras de bureaucrates. Comment je suis passé à côté de cette foutue table? Pourquoi ces gens foutres m'ont pas arrêté? J'en sais rien. Va t'expliquer avec la patrouille maintenant. Et cet abruti rasé, malpoli et arrogant dans son camot qui monte sur ses grands chevaux. Tu t'es glissé entre les mailles du filet, qui me dit. Tu t'es infiltré, qu'il me dit. Et le voilà qui feuillette mon passeport et tombe sur le cachet de la ligne Sokolnicheskaya. J'y habitais avant, sur la Sokolnicheskaya. Il mate ce cachet et je vois ses yeux qui s'injectent de sang comme un taureau à la vue d'un torchon rouge. Il arrache son AK de son épaule et se met à aboyer. « Main sur la tête, salopard !» Une espèce de réflexe conditionné. Et il me chope par le callback et me traîne à travers toute la station, vers le point de passage dans le couloir de correspondance pour me montrer à son supérieur. Et je l'entends marmonner. « Attends un peu que j'obtienne l'autorisation de ma hiérarchie et je te fais la peau, sale espion. » Et là, je me sens mal. J'essaie de me justifier. Mais non, je suis pas un espion, je suis un commerçant, je vends du thé de la station VDNKH. Et il me répond que ce thé, il va me le faire bouffer à coups de crosse, qu'il va m'en bourrer le gosier pour en faire entrer davantage. Je vois que je suis pas très convaincant pour le coup, et pour peu que la hiérarchie s'en lave les mains, on va me traîner à 200 mètres de la station, me coller le nez au mur et me transformer en passoire conformément aux lois des temps de guerre. Et je me dis que c'est pas bon tout ça. Nous arrivons au point de contrôle et mon bidasse s'en va consulter son chef sur la meilleure manière de me trouer la peau. Et là je lève les yeux sur son commandant et j'ai comme un poids qui tombe des épaules. Je reconnais Pashka Fedotov, mon copain de classe. On était restés potes bien après l'école, et puis on s'était perdu de vue. Ta mère! Tu m'as foutu les jetons! Et moi qui croyais qu'on t'avait descendu, intervint avec malice Andrei. Tous se tassaient autour du feu du poste de garde rirent de bon cœur.
Même Piotr Andreïevitch, qui avait commencé par se renfrogner en foudroyant Andreï du regard, finit par sourire. Le rire se répandit à travers le tunnel, faisant naître quelque part dans ses tréfonds un écho aux sonorités altérées angoissantes. La tension revint au sein du groupe qui fut à nouveau enveloppé de silence. Ce fut alors que de l'obscurité du tunnel nord se firent entendre ces mêmes bruits suspects qui avaient effrayé Artyom quelques dizaines de minutes plus tôt. Des chuintements accompagnés de pas légers. Andreï fut le premier à les percevoir et se tut immédiatement. D'un geste, il enjoignit le silence à ses compagnons, ramassa son haka et quitta sa place. Lentement, il enleva le cran de sûreté et fit jouer le levier d'armement, puis, tout aussi silencieusement, il s'aplatit contre le mur et glissa vers les ténèbres du tunnel. Artyom aussi se leva. Il était curieux de savoir qui il avait laissé filer la première fois, mais Andreï se tourna vers lui, courroucé, pour lui intimer le silence d'un geste. Il épaula son arme à l'endroit même où la lumière cédait la place aux ténèbres, s'aplatit au sol et cria « Lumière !» Un de ces hommes qui tenait prête dans ses mains une lampe bricolée par des génies de la station à partir d'un phare de voiture bascula l'interrupteur et une lumière aveuglante déchira l'obscurité. Pendant une fraction de seconde apparut dans leurs yeux une forme indéfinie, quelque chose de petit à l'apparence inoffensive qui se précipita vers le nord. N'y tenant plus, Artyom hurla à plein poumon « Tirez, ça va se sauver !» Mais Andreï ne tirait pas. Piotr Andreïevitch se leva à son tour, l'arme au poing, et cria « Andreï, mon vieux, t'es vivant ?» Les hommes assis près du feu échangèrent des murmures inquiets et les crans de sûreté cliquetèrent. Enfin, Andreï apparut dans le faisceau de la lampe, une main devant les yeux. « Mais oui, je suis en vie, répondit-il sans pouvoir retenir son hilarité. « Qu'est-ce que t'as à glousser ?» demanda Piotr Andreïevitch sur ses gardes. « Des mutants à 3 jambes et 2 têtes, des noirs. Ils vont tous nous tuer. Tirez, tirez, sinon ils vont s'enfuir. »« Vous en faites du bruit pour rien, dites-moi, » continuait Andreï en riant de plus belle. « Et pourquoi t'as pas tiré ? Mon gars, lui, il est jeune, il a pas encore les réflexes. Mais toi, comment t'as pu le laisser passer ? T'es plus un gamin. Tu sais pas ce qui est arrivé à la Polajeyevskaya ? Demanda Piotr Andreïevitch irrité lorsqu'Andreï revint près du feu. J'ai entendu cette histoire de Polajeyevskaya des centaines de fois, rétorqua Andreï. Un chien, voilà ce que c'était. Plutôt un chiot qu'un chien adulte d'ailleurs. C'est la 2e fois qu'il essaie de s'approcher de votre feu pour y trouver un peu de lumière et de chaleur. Vous avez failli le tuer, et maintenant vous me tensez pour ne pas l'avoir fait. Assassin. Et comment je peux le savoir, moi, que c'est un chien, s'emporta Artyom. Il faisait plein de bruits étranges. Et puis, on dit que pas plus tard que la semaine dernière, il y avait dans le coin un rat de la taille d'un cochon. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La moitié d'un chargeur, ils ont vidé sur la bête, et elle continuait comme si de rien n'était. T'as raison de prêter foi à tous ces racontards. Viens par là que je te l'apporte, ton rat, dit Andreï, et, rajustant sa mitraillette en bandoulière, il s'enfonça à nouveau dans les ténèbres. 1 minute plus tard, on entendit son sifflement, puis le son de sa voix. « Viens, viens ici, petit. N'aie pas peur. » Une dizaine de minutes s'écoulèrent alors qu'Andreï essayait de gagner la confiance de son interlocuteur invisible par des paroles apaisantes et des sifflements. Enfin, la silhouette apparut à nouveau dans la pénombre du tunnel. De retour près du feu, il sourit victorieusement et ouvrit les pans de son blouson. Un chiot tremblant, mouillé des pieds à la tête, incroyablement sale, dont le pelage en lambeaux avait une couleur indéterminée, roula à terre. Il regarda l'assemblée de ses yeux noirs remplis de terreur, les oreilles rabattues sur la tête. Son premier réflexe fut la fuite, mais Andreï l'attrapa par la peau du cou et le ramena près du feu. Sans cesser de le caresser, il se défit de son blouson et couvrit l'animal. Il faut bien qu'il se réchauffe un peu, le pauvre. Arrête ça, vieux, il est sûrement plein de puces, tenta de le raisonner Piotr Andreïevitch. Peut-être même qu'il a des vers. C'est un coup à ce que tu chopes une saloperie et que tu contamines la station. Oh, ça va, toi, arrête de m'emmerder. Regarde-le plutôt, répliqua Andreï. Joignant le geste à la parole, il rabattit un pan de son blouson pour montrer le museau du chiot toujours tremblant. Regarde-le dans les yeux, vieux ronchon. Ses yeux ne peuvent pas mentir. Piotr Andreïevitch toisa le chiot d'un œil sceptique.
Le regard du petit animal, même empreint de peur, était sans conteste honnête. Et Piotr Andreïevitch se laissa attendrir. Bon, d'accord, mon cher naturaliste, laisse-moi voir si je peux pas lui trouver quelque chose à se mettre sous la dent, maugréa-t-il avant de plonger la main dans son sac à dos. Cherche bien, l'ami. Qui sait, peut-être qu'en grandissant, ce chien vous rendra de fiers services. C'est peut-être un berger allemand, dit Andréi en se rapprochant du feu avec le chiot. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chiot? Il n'y a pas d'humains au nord, seulement des noirs. Est-ce que les noirs élèvent des chiens demanda un des hommes d'Andréi, un type maigre aux cheveux ébouriffés qui s'était contenté jusque-là d'écouter les autres et observer le chiot endormi d'un air méfiant. Tu n'as pas tort, bien sûr, Kirill, répondit Andréi. À ce que je sais, les noirs n'ont aucun élevage d'animaux. Et comment ils survivent? Qu'est-ce qu'ils mangent demanda le deuxième garde qui était arrivé avec Andréi, en grattant sa mâchoire mal rasée. C'était un homme de haute taille, solidement bâti, aux épaules larges et à l'air aguerri, dont le crâne était complètement rasé. Il portait un long imperméable en peau, solidement cousu, ce qui était une véritable rareté dans le métro. Ce qu'il mange? Il paraît qu'il mange tout et n'importe quoi. De la charogne, des rats, des gens, on dit. On dit qu'ils sont pas très regardants, tu sais, répondit Andréi avec une grimace de dégoût. Des cannibales? Demanda le tondu sans une once de surprise dans la voix. Et Artyom sentit que l'homme y avait déjà été confronté. Des cannibales, ils sont pas humains. Que le diable les emporte. On sait même pas ce qu'ils sont. Heureusement qu'ils n'ont pas d'armes. Ça nous permet de les tenir à distance. Pour l'instant, en tout cas. Hé, Piotr, tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 6 mois quand on a réussi à en prendre un, vivant, et à l'emprisonner? Sûr que je m'en souviens, répondit Piotr Andreïevitch. Il est resté 2 semaines dans les geôles. Il buvait rien, touchait pas à la nourriture, et il a fini par crever. Et vous l'avez pas interrogé? Demanda le tondu. Il n'entravait pas un mot de ce qu'on lui disait. On lui parle en russe et il reste muet. Tout le temps qu'il a passé avec nous, il est resté muet comme une carpe. On le tabasse, il se tait. On lui apporte à manger, toujours silencieux. On l'a seulement entendu grogner de temps à autre, et il a hurlé peu avant de mourir, à en réveiller toute la station. Ça nous dit toujours pas ce que fout ce clébard ici, le rappela Kirill. Qui sait ce qu'il peut bien faire ici, ce chien? Peut-être qu'il s'est enfui de chez eux. Peut-être qu'il voulait le bouffer. Il y a quoi, 2 kilomètres tout au plus? Ça paraît plausible. Ou alors il appartient à quelqu'un. Quelqu'un qui descendait du nord et qui est tombé en plein sur eux. Et le chiot a su se carapater juste à temps. Mais on s'en fiche d'où il peut venir. Regarde-le toi-même. Il t'a l'air d'une monstruosité? Il a une tête de mutant? C'est un chiot, tout simplement. Rien à craindre de ce côté. Et s'il vient voir les hommes, c'est qu'il a été dressé. Ça fait 3 plombes qu'il vous tourne autour pour venir près du feu. Kirill se tut, réfléchissant à ce qui venait d'être dit. Piotr Andreïevitch s'empara du jerrycan et remplit la bouilloire. « Quelqu'un voudra encore du thé » demanda-t-il. « Je vous propose qu'on s'en prenne un petit dernier. C'est bientôt l'heure de la relève. »« Du thé? Voilà enfin des paroles sensées » s'écria Andréi. Les autres acquiescèrent. L'eau se mit à bouillir. Piotr Andreïevitch servit une tasse à qui en voulait et en profita pour formuler une demande. « Vous... enfin... il ne faut pas parler des Noirs. L'autre fois, on était assis là, et le sujet a dévié sur eux, et ils sont arrivés. Et les autres me racontaient que ça leur est arrivé de la même manière. C'est peut-être que des coïncidences, je suis pas superstitieux, mais si c'était pas le cas, et s'ils sentaient qu'on parle d'eux, hein? On a presque fini notre tour de garde, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une attaque au dernier moment? Bah, pas vraiment, non, acquiesça Artyom. Allez, courage, te laisse pas abattre, mon gars. On y arrivera, dit Andréi d'une voix qu'il voulait réconfortante, mais qui manquait de conviction. À la seule pensée des Noirs, on était parcouru de tremblements irrépressibles. Même Andréi, qui s'évertuait à ne pas le montrer. Nul homme ne l'effrayait, ni les bandits, ni les anarchistes coupeurs de tête, ni même les combattants de l'armée rouge. Mais la non-vie, c'était ainsi que certains qualifiaient les Noirs, le révulsait. Non pas qu'il la redoutât, mais il ne pouvait y penser de la façon détachée avec laquelle il considérait tous les dangers émanant des hommes. Chacun se tut. Un silence lourd et oppressant enveloppa les factionnaires assis autour du feu. On entendait à peine le crépitement des flammes,
alors que l'écho du tunnel nord apportait parfois des bruits assourdis, comparables à des gargouillements gastriques, comme si le métropolitain moscovite était l'intestin géant d'une créature inconnue. Et ces échos plongeaient les hommes dans l'effroi.